Imaginez la scène, vous engagez un professionnel pour laisser votre maison impeccable pendant que votre famille est absente. 1 heure plus tard, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une voix tremblante et étouffée. « Madame Emily, y a-t-il quelqu'un d'autre ici ?» Un frisson me parcourt le dos. « Non, pourquoi ?» Je demande, sentant déjà mon cœur battre à tout rompre. Je viens de voir une femme au 2e étage. L'ordre fut immédiat, sortez tout de suite. J'ai appelé la police et je suis revenue en courant, la panique s'installant à chaque tournant du chemin. Si vous écoutez cette histoire, dites-moi où vous en êtes dans les commentaires, je veux savoir jusqu'où nous en sommes. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là a tout changé. C'était censé être une matinée de ménage comme une autre, ces jours où l'on veut tout remettre en ordre avant les pluies, où l'humidité rend l'air lourd. J'avais déjà retroussé mes manches, tissu à la main, prêt à attaquer les fenêtres du salon, lorsque le téléphone portable a vibré. C'était Elena, mon amie d'enfance, celle avec qui je partageais des rires, des secrets et des nuits blanches à rêver de l'avenir. Je suis de passage en ville, juste pour aujourd'hui. On prend un café? Sa voix, si familière, me réchauffa la poitrine. Comment refuser? Mais qu'en est-il de la maison? C'est alors que je me suis souvenu de Caroline, la jeune étudiante qui habitait à proximité et qui avait toujours besoin de travail supplémentaire. Un appel, un oui reconnaissant, et c'était tout, elle s'occuperait de tout, de la bibliothèque, des escaliers menant au 2e étage, surtout, elle s'occuperait particulièrement des vieilles étagères de Steven, où la poussière s'accumulait comme des souvenirs. Je lui ai donné la clé de rechange et lui ai demandé de tout verrouiller correctement lorsqu'elle aurait terminé. Je me rendis au café où Elena m'attendait dans le jardin, à l'ombre d'un arbre feuillu. Nous avons parlé de la vie, de ses enfants adultes, du travail de chroniqueur de Steven, de mes journées paisibles, parfois trop vides. Entre rire et souvenirs, le téléphone sonna à nouveau. C'était Caroline. J'ai souri, pensant que c'était pour lui faire savoir que j'avais fini. Mais non. De l'autre côté, juste une respiration lourde, comme si elle ravalait sa peur. Madame Emily, sa voix tremblait tellement que je pouvais à peine la comprendre. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Mon sang s'est glacé. Non, je suis au café. Steven ne revient que le soir. Silence. Puis un murmure désespéré, j'ai vu une femme au 2e étage. Longue robe blanche, cheveux ébouriffés. Elle a traversé le couloir et est entrée dans la pièce du haut. Ses paroles étaient comme un couteau à glace dans la poitrine. Comme? La maison était fermée à clé, toujours fermée à clé. Qui pourrait être là? S'excuser auprès d'Elena était automatique, il n'y avait pas de temps pour les explications. Caroline, sors maintenant. Verrouille la porte et attends dehors. J'arrive. J'ai appelé la police en conduisant, la voix brisée, essayant de donner des détails alors que j'avais la tête qui tournait. J'ai essayé de l'appeler à nouveau. Rien. Chaque contact sans réponse était un coup de poing dans le ventre. J'imaginais le pire, et si quelque chose s'était passé? Et si elle était blessée? Les rues, que je connaissais par cœur, semblaient interminables. Quand je suis arrivée, la voiture était déjà là. Caroline, pâle comme un fantôme, était assise sur les marches, les yeux écarquillés. J'ai couru vers elle, je l'ai serrée fort dans mes bras. « Est-ce que ça va? Avez-vous vu autre chose ?» Elle se contenta de secouer la tête, les lèvres serrées, comme si les mots lui avaient été volés. Les policiers sortirent de la maison, un plus âgé, avec une expression sérieuse, un autre, jeune, avec l'air de quelqu'un qui n'a pas encore tout vu. Nous avons tout fouillé. Il n'y a personne. Aucun signe d'effraction, aucune fenêtre ouverte, rien. J'ai soupiré de soulagement, mais la sensation d'inconfort n'a pas disparu. Caroline, toujours tremblante, insista, je jure que je l'ai vue, Madame Emily. Cela ne semblait pas réel, comme une ombre. J'ai essayé de la calmer, mais un doute a commencé à surgir en moi. Cette maison avait plus de 70 ans, héritée de la famille de Steven. Les murs de pierre, les portes qui grincent, les coins sombres, m'ont toujours donné l'impression qu'il recelait des secrets. Mais une femme?
Je n'y avais jamais pensé. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voiture de Steven sur le chemin pavé. Il sortit, surpris de voir la voiture de police et moi à côté de Caroline. Je lui ai tout dit d'un seul coup, en espérant qu'il partagerait mon inquiétude. Mais non. Steven se contenta de sourire d'un sourire rare, presque ironique. Il s'approcha de Caroline, lui tapota l'épaule et lui dit avec un calme qui m'irrita, « Tu dois être fatigué. » Parfois la lumière frappe ces vieux murs d'une manière étrange. On confond les ombres avec les gens. Caroline baissa la tête, silencieuse. Je la regardai, le cœur serré. J'ai connu cette fille, sérieuse, travailleuse, sans raison d'inventer des histoires. Mais le calme de Steven a commencé à me faire douter de moi. Est-ce que j'ai exagéré? S'excuser auprès de la police était embarrassant. J'ai payé Caroline, lui ai dit de se reposer et lui ai promis de l'appeler si j'en avais besoin. 3 mois plus tard, j'ai pris ma retraite. Adieu la cohue du matin, les réunions interminables, les délais serrés. Maintenant, mon monde était cette vieille maison, dans ce quartier silencieux. Mais la tranquillité avait un prix, des nuits blanches, à regarder le plafond, à écouter l'horloge tourner dans l'obscurité. Et puis les bruits ont commencé. D'abord, presque imperceptible, comme si quelque chose de petit tombait dans le grenier. Ce doit être le vent, me suis-je convaincue. Ou le bois qui craque avec l'humidité. Mais petit à petit, les sons devenaient plus clairs. Plus réels. Et quelque chose me disait qu'il n'allait pas s'arrêter là. Le premier bruit était traînant, comme si une chaise en bois était tirée sur le sol du grenier, lentement et lourdement. Puis des étapes. Légers, mais insistants, comme si quelqu'un marchait d'un côté à l'autre, sans but. Parfois, j'entendais même un bruissement de papier, comme si quelqu'un tournait soigneusement les pages d'un livre, presque en secret. Je l'ai dit à Steven un matin, alors que le café refroidissait entre nous à la table de la cuisine. J'ai essayé de garder ma voix ferme, mais les mots étaient trop fragiles pour être convaincants. Chérie, j'entends des bruits dans le grenier. Ce n'est pas le vent. C'est comme s'il y avait quelqu'un là-haut. Il n'a même pas levé les yeux du journal. Il bâilla distraitement, comme si j'avais commenté la météo. Ce sont des rats, Émilie. Notre grenier est vieux, plein de déchets. Un paradis pour les souris. Demain, j'achèterai des souricières, je les mettrai là et c'est tout. Le lendemain, tenant sa promesse, il arriva avec ses pièges métalliques, de ceux qui claquent bruyamment lorsqu'ils se ferment. Il les plaça au pied de l'escalier qui menait au grenier, juste sous la porte en bois vermoulu. C'est là. Maintenant tu dors paisiblement, mon amour. Et bizarrement, les bruits se sont arrêtés. Aucune marche. Pas de chaise qui traîne. Aucun papier n'est retourné. J'ai poussé un soupir de soulagement, me persuadant que Steven avait raison. Peut-être que c'était juste des rats et que j'avais perdu des nuits de sommeil pour rien. Mais ensuite d'autres choses ont commencé. Un après-midi, j'ai acheté au dépanneur un morceau de cette saucisse épicée que j'adore, avec ce goût fort qui brûle la langue. Steven, cependant, a toujours détesté la nourriture épicée. Je ne l'ai même pas essayé. Je l'ai soigneusement enveloppé dans du papier sulfurisé et l'ai conservé au réfrigérateur, prévoyant d'en profiter pendant le week-end. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée. Une grande partie avait disparu. La coupe était inégale, comme si quelqu'un l'avait tranchée à la hâte, sans soin. As-tu pris des saucisses? J'ai demandé à Steven, qui lisait le journal dans le salon. Il leva les yeux en fronçant les sourcils, comme si ma question était absurde. Ouais, hier, j'avais envie d'essayer quelque chose d'épicé. J'en ai coupé un petit morceau. Répondit-il sans quitter les pages des yeux. C'était plutôt bien, en fait. J'étais paralysée. Steven n'avait jamais toléré le piquant. Il s'est même plaint quand je cuisinais avec trop d'assaisonnement. Mais je ne voulais pas discuter. Hochez simplement la tête, le doute pesant dans votre poitrine comme du plomb. 2 jours plus tard, la saucisse avait complètement disparu. J'ai fouillé le frigo, vérifié les poubelles, rien. Cette fois, je n'ai même pas demandé à Steven.
Une sensation glaciale, comme une pierre dans un estomac, commença à s'installer en moi. Jusqu'à ce samedi où nous sommes partis tôt pour rendre visite à des amis dans une ville voisine. Nous sommes rentrés tard, la maison silencieuse comme toujours. Je suis montée me laver le visage dans la salle de bain du 2e étage, essayant d'effacer la fatigue de la journée. Mais alors que je marchais sur le sol, j'ai senti quelque chose d'humide et de froid. Le sol était trempé. L'eau coulait entre les orteils de mes tongs, glaciale. Les parois de la baignoire brillaient encore de gouttes qui coulaient, comme si quelqu'un venait de prendre un bain. Steven. J'ai appelé, la voix tremblante. Viens ici, s'il te plaît. La salle de bain est toute mouillée, comme si quelqu'un venait de prendre une douche. Il entra, regarda un instant et haussa les épaules. Ce devait être la pluie de l'après-midi qui entrait par la ventilation du toit, mon amour. J'ai regardé par la fenêtre. La rue était sèche sous les lampadaires. Il n'a pas plu, Steven. J'ai essayé de paraître calme, mais les mots sont sortis nets. Il n'a pas plu. Il fronça les sourcils, légèrement irrité. C'est donc une fuite dans les vieilles canalisations. Tu t'inquiètes toujours pour rien. Demain, j'appellerai un plombier. Mais le plombier n'est jamais venu. Au cours des jours suivants, la salle de bain était sèche, comme si de rien n'était. J'ai vérifié la ventilation, les canalisations, tout semblait normal. L'explication de Steven, même si elle paraissait raisonnable, n'effaçait pas le malaise qui grandissait en moi. Les bruits dans le grenier. La saucisse manquante. Au sans origine. Les pièces détachées d'un puzzle qui, une fois assemblées, formaient une image que je ne voulais pas voir. Une semaine plus tard, j'ai décidé d'organiser la bibliothèque de Steven. C'était sa fierté, une pièce au 2e étage, avec des étagères en chêne couvertes de poussière, remplies de vieux livres et de documents jaunis. J'ai toujours pensé qu'il fallait les donner à la bibliothèque municipale, pour qu'ils soient utiles à quelqu'un. Ce jour-là, je me tenais au milieu de la pièce, triant des piles de papier sur son bureau. Il y avait des brouillons, des notes, des feuilles empilées dans le désordre, comme s'il n'avait jamais eu l'intention de les organiser. Alors que je soulevais un lourd sac, ma main a tremblé et tout est tombé par terre. Le bruit des feuilles frappant le sol brisa le silence, me faisant frissonner. Alors que je m'accroupissais pour les rassembler, un petit tiroir en bois, coincé depuis des années, glissa tout seul avec un clic sec. J'ai hésité. Puis j'ai regardé à l'intérieur. Parmi les papiers jaunis, il y avait un cahier relié, en cuir marron foncé, au coin usé par le temps. Cela ne ressemblait pas à Steven. Il a toujours préféré le moderne, ordinateur portable, stylo à pointe fine, pages blanches impeccables. Ce carnet, avec sa couverture vieillie et son cordon lâche, semblait venir d'une autre époque. Avec un mélange de curiosité et de peur, je l'ai repris. Mes mains tremblaient en ouvrant la première page. À l'intérieur, des feuillets remplis d'une écriture douce et élégante. Écriture de femme. J'ai scanné les notes, plan de l'histoire, description des personnages, idée d'intrigue. Un extrait parlait d'un village perché sur la montagne, où une femme vivait seule, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Un autre a évoqué un secret enfoui, avec des détails qui m'ont donné la chair de poule. Ces fragments, bien que distincts, avaient un ton familier, ils rappelaient trop les intrigues des romans les plus célèbres de Steven, ceux qu'il avait fait connaître. Mon cœur battait si fort que ça me faisait mal. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Je connaissais trop Steven. Il détestait écrire à la main. J'ai toujours dit que c'était lent, compliqué, une perte de temps. Tout ce que je faisais, des brouillons de livres aux listes de courses, était dactylographié. Un jour, alors que je lui ai demandé d'écrire l'adresse d'un restaurant, au lieu de prendre le stylo à côté de lui, il a allumé l'ordinateur juste pour taper. Alors à qui appartenait ce carnet? Un collaborateur secret? Un fan qui le lui a offert? Je m'assis sur la chaise, le poids de l'objet dans mes mains. Une partie de moi avait envie de le montrer à Steven dès son arrivée, pour entendre son explication. Mais j'ai hésité. Parce que je connaissais trop son sourire, sa façon de transformer tout en quelque chose de logique.
Ah, c'est juste un cadeau d'un lecteur, disait-il en haussant les épaules. Ou une vieille idée, datant de l'époque où j'essayais d'écrire à la main. Et moi, comme tant de fois auparavant, je finirais par le croire. Ou faire semblant d'y croire. Ses doigts s'enfoncèrent dans ma peau comme pour marquer son territoire. Le regard, auparavant distant, brûlait désormais avec une intensité qui me glaçait les veines. Personne, répéta-t-il, chaque syllabe frappant ma prudence. Promesse. J'ai hoché la tête, mais le mot est resté dans ma gorge. Promettre quoi, exactement? Que je ne chercherai pas de réponse pendant qu'il disparaissait avec une mallette et une excuse boiteuse? Que je ferais semblant de ne pas avoir vu la porte du grenier entr'ouverte, l'assiette vide cassée à nos pieds, les mensonges cousus entre eux avec des fils si fins que moi seul semblais les voir? Il lâcha brusquement mes épaules, comme si ce contact le brûlait. Sans un autre mot, il tourna les talons et partit, la porte claquant derrière lui avec un fracas qui résonna dans la maison vide. Je restais là, immobile, avec le goût amer du thé froid sur la langue et la certitude que quelque chose s'était brisé entre nous, quelque chose de bien plus gros que de la porcelaine. 3 jours se sont écoulés. 3 nuits où l'horloge au mur semblait se moquer de moi, marquant les heures qui s'écoulaient comme des ombres. 3 matins où je me suis réveillée avec le poids d'un silence qui n'était pas seulement l'absence de voix, mais de vérité. Steven s'en fichait. Pas un message. Pas même un petit mot jeté dans le courrier comme du fil d'Ariane pour ne pas me perdre dans vos justifications. Le 4e jour, la curiosité a vaincu la peur. J'ai monté les escaliers du grenier avec des mains tremblantes, chaque marche grinçant comme un avertissement. La porte, auparavant si soigneusement fermée, céda à mon contact avec un gémissement de charnière rouillée. L'air qui s'en échappait était humide, chargé d'une odeur de vieux papier et d'autre chose, une odeur métallique, comme celle des pièces de monnaie oxydées. À l'intérieur, la faible lumière de la fenêtre poussiéreuse révélait des cartons empilés recouverts de draps jaunis. Mais ce n'était pas seulement des souvenirs conservés. Au centre de l'espace, une table en bois sombre contenait une machine à écrire ancienne, dont les touches étaient tachées d'encre séchée. À côté, des piles de feuilles dactylographiées, certaines froissées comme si elles avaient été jetées au sol dans un accès de rage. J'ai ramassé la première page avec des doigts qui obéissaient à peine. Les lettres mal alignées formaient des phrases qui n'avaient aucun sens jusqu'à ce que je lise mon nom. Émilie ne le sait pas, mais elle s'en doute. Elle en a toujours trop su. Elle a toujours vu à travers mes mots, comme si elle pouvait lire non seulement ce que j'écris, mais aussi ce que j'efface. Mon cœur s'emballa. Les lignes suivantes étaient pires, date, heure, description de regard que j'avais échangé sans m'en rendre compte. Le 14 mars, elle m'a observé pendant que j'étais au téléphone avec Ramos. Ses doigts se sont serrés sur la tasse jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. C'était un journal. Non, pire, c'était un dossier. J'étais le personnage principal d'une histoire que je n'avais jamais consenti à vivre. Les pages tremblaient dans mes mains lorsque j'entendais le bruit en dessous. La porte d'entrée se ferme. Des pas dans le couloir. Steven était de retour. Et pour la première fois, j'avais quelque chose de plus dangereux que le doute, la preuve. Cela enveloppait votre visage comme un câlin tardif. Elle tressaillit, comme si même cette touche de lumière était trop lourde à supporter. Ses doigts, les os recouverts d'une peau si fine qu'elle semblait translucide, tremblaient sur les accoudoirs du fauteuil. Je m'agenouillai devant elle, les larmes coulant de manière incontrôlable tandis que mon esprit réclamait des réponses qu'elle ne pouvait pas encore me donner. Marina, ma voix se brisa encore, un murmure entrecoupé de sanglots. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux, autrefois aussi vivants que les miens, ressemblaient désormais à 2 mares sèches de douleur. Avec un effort qui semblait aspirer ses dernières forces, elle leva une main tremblante et toucha mon visage, comme si elle avait besoin de confirmer que j'étais réelle. Qu'elle était réelle. Ses doigts laissèrent une trace glacée sur ma peau, et je frissonnais non pas de froid, mais de la vérité que ses doigts portaient. Ma sœur avait été prisonnière. Ici, sous le même toit où je dormais, où je vivais, où je faisais semblant de ne pas entendre les bruits venant d'en haut. Un bruit dans le couloir me fit geler. La porte d'entrée s'ouvrit avec un grincement familier. Des pas lourds.
Steve. Mon sang s'est glacé. Marina l'a également entendu. Son corps tout entier se contracta, ses yeux s'écarquillant de pure panique. Elle essaya de se relever, mais ses jambes lâchèrent. Je la tenais par les épaules, mon cœur battant si fort que ça me faisait mal. « Tais-toi » murmurai-je, avec une urgence qui ne laissait aucune place à la discussion. « Ne fais aucun bruit. » Mais il était trop tard. Les pas s'arrêtèrent. Une pause remplie de quelque chose que je ne pouvais pas nommer une surprise. Colère? Peur? Et puis la voix de Steven traversa l'air, froide comme une lame. « Emily. » Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. Je me tournai lentement, me plaçant entre lui et Marina, comme si mon corps pouvait être un bouclier. Steven se tenait à l'entrée de la pièce, la mallette en cuir toujours en bandoulière, le visage un masque de calme qui n'atteignait pas ses yeux. Ses doigts se contractèrent sur ses côtés, comme s'ils avaient envie de former des poings. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Quelque chose qui me rappelait le bruit de la porte du grenier qui s'ouvrait, le craquement du vieux bois, le désespoir silencieux que j'avais ignoré pendant si longtemps. Marina a poussé un gémissement étouffé derrière moi. Steven a déplacé ses yeux vers moi. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose les traverser, ni surprise, ni confusion, mais reconnaissance. Comme s'il le savait déjà. Comme si tout cela faisait partie d'un scénario que lui seul connaissait. Vous saviez, ma voix sortait par fragments, chaque syllabe étant un coup. Pendant tout ce temps, tu le savais. Il ne l'a pas nié. Il n'a pas cligné. Il a juste fait un pas en avant, et il m'a suffi de sentir le sol s'ouvrir sous moi. « Emily, » dit-il, maintenant avec une patience qui me rendait malade. « Vous ne comprenez pas. »« Oui, je comprends, » ai-je crié, et le son a déchiré le silence de la maison comme un coup de feu. Je comprends que ma sœur était là, enfermée comme un animal, alors que je vivais ma vie comme si de rien n'était. Je comprends que tu m'as menti tous les jours, toutes les nuits, pendant qu'elle pourrissait à l'étage. Marina pleurait maintenant, un son brisé et inhumain qui me brisait l'âme. Steven lui jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule. Pour la première fois, je vis quelque chose sur son visage qui ressemblait à la propriété. Comme si elle était un de tes objets. Un de vos secrets. Un trophée. Elle n'est pas innocente, Emily, murmura-t-il, comme si cela justifiait quoi que ce soit. Comme si n'importe quel mot pouvait effacer ce que tes yeux venaient de me dire. Je n'ai pas attendu d'en savoir plus. D'un mouvement brusque, j'ai poussé la table basse entre nous, faisant tomber les tasses et les livres sur le sol. Le bruit résonna dans la maison comme une alarme. « Sortez » ordonnai-je, ma voix étant un grognement. « Partez maintenant, ou je jure devant Dieu que j'appellerai la police et que je vous dirai tout. » Tous. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait avancer. Qu'il m'attraperait, me ferait taire, comme il avait dû le faire avec Marina à chaque fois qu'elle essayait de crier. Mais ensuite ses épaules s'affaissèrent, comme si le poids d'années de mensonges l'avait soudainement écrasé. Il recula, les yeux fixés sur Marina, comme s'il ne pouvait pas la lâcher. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez » fut tout ce qu'il dit avant de se retourner et de partir, en claquant la porte avec une force qui fit trembler les fenêtres. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel cri. Marina et moi étions enfin seuls après 3 décennies. Mais ce n'était pas un soulagement que je ressentais. C'était quelque chose de beaucoup plus lourd. Quelque chose qui s'est posé dans la poitrine comme une pierre. Parce que maintenant je devais savoir. Et pour la première fois, j'avais peur de la réponse. L'obscurité du grenier était un refuge pervers. Marina baissa la voix, comme si l'air lui-même pouvait la trahir. Avant, quand tu partais tôt et revenais tard, je pouvais respirer. J'entendais tes pas dans les escaliers, la porte se fermait, et je savais que j'avais quelques heures de solitude sans risquer d'être découvert. Mais après ta retraite, ses doigts tremblaient contre les miens, chaque bruit dans la maison était comme un couteau. Chaque rire que tu avais avec Steven, chaque dîner que j'entendais en bas, c'était comme s'il célébrait ma mort. Je me sentais enterrée vivante, tandis que vous viviez tous les deux la vie que j'aurais dû avoir. L'air est devenu épais.
Je me souvenais des matins où Steven me servait du café au lit, des dîners aux chandelles qu'il préparait, pour renouer avec nous. Chaque geste que je pensais romantique puait désormais la pourriture. Il venait parfois ici, à voir Marina en regardant la porte comme si elle s'attendait à ce qu'il apparaisse à tout moment. Il a dit qu'il était censé m'apporter de la nourriture ou des nouvelles du monde extérieur. Mais je le savais. Il venait vérifier si je lui obéissais toujours. Si je lui écrivais toujours. Sa voix se brisa. Une fois, j'ai déchiré un manuscrit entier. Je ne supportais plus d'être l'ombre de ses livres. Il m'a frappé. Pas fort, mais assez pour me rappeler ma place. Il a dit que si je m'arrêtais, tu découvrirais tout. Et que tu ne survivrais pas à la vérité. Mon estomac s'est retourné. L'image de Steven toujours si doux, si prudent levant la main contre ma sœur m'a donné l'impression que le sol s'était ouvert. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Marina rit, un rire vide et sans joie. Comment, Émilie? Comment pourrais-je te regarder dans les yeux et détruire le monde que tu aimes? Tu l'as idolâtré. Et il le savait. Il l'a utilisé contre moi comme une arme. Elle s'approcha, son souffle chaud contre mon visage. Mais maintenant tu sais. Et tu ne peux pas prétendre que tu ne sais pas. Son poids m'a écrasé. 30 ans. 30 années pendant lesquelles ma sœur pourrissait en silence pendant que je vivais un mensonge en or. Que veux-tu que je fasse? Ai-je demandé, ma voix aussi fragile que du verre. Marina a finalement levé les yeux vers les miens. Il n'y avait aucune haine en eux. Juste une tristesse si profonde qu'elle semblait avoir creusé son visage. Je veux sortir d'ici, dit-elle, aussi simplement que cela. Je veux voir le soleil sans avoir à me cacher. Je veux qu'il paie. Mais plus que tout, elle serra mes mains avec une force qui ne correspondait pas à son corps fragile. Je veux que tu choisisses. Soit tu restes à ses côtés, soit tu restes du mien. Tu ne peux pas être les deux. La porte de la cuisine grinça. Nous nous sommes tous les deux figés. Des pas lents et délibérés approchaient. Ce n'étaient pas les miens. Ce n'étaient pas ceux de Marina. C'était lui. Steven était à la maison. L'air dans la cuisine devenait épais, comme si le temps lui-même avait cessé de respirer. Marina se blottit contre le mur, ses doigts s'enfonçant dans ma peau, tandis que les pas de Steven résonnaient dans le couloir lent, calculé, comme ceux d'un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où aller. Je n'avais pas besoin de tourner la tête pour savoir qu'il était là, debout sur le seuil, nous observant avec ce sourire qui ne me paraissait plus affectueux, mais plutôt le masque d'un homme qui cachait des démons depuis des décennies. Quelle conversation intime! Sa voix était mielleuse, presque paternelle, mais il y avait quelque chose dans cette conversation qui me glaçait le sang. On dirait qu'il prépare quelque chose. Marina tremblait contre moi, mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, ce n'était pas de la peur. C'était une détermination froide, tranchante comme une lame. Elle m'a lâché et s'est levée, lui faisant face pour la première fois depuis 30 ans. Ses fines épaules se redressèrent, ses poings serrés sur ses côtés. Tu ne me cacheras plus, Steven, sa voix n'a pas vacillé. Pas après tout ce que tu as fait. Pas après ce que tu m'as pris. Il rit, un rire sec et sans joie. Et qu'est-ce que je t'ai pris exactement, Marina? Demanda-t-il, comme s'il parlait à un enfant têtu. Je t'ai donné une maison. Je t'ai protégé. Sans moi, vous auriez été en prison il y a des décennies. Tu m'as enterré vivant, cracha-t-elle les mots. Il a transformé ma vie en une page blanche, pendant qu'il écrivait ses mensonges sur mon silence. Mais c'est fini. Émilie le sait. La police le saura. Tout le monde le saura. Ses yeux se sont tournés vers moi et pour la première fois, j'ai compris le poids de ce qu'elle portait. Il ne s'agissait pas seulement de Richard. Il ne s'agissait pas seulement des années perdues. Il s'agissait de chaque mot qu'elle écrivait dans l'ombre, de chaque personnage mort seul dans ses histoires, de chaque fin tragique qu'elle ne pouvait jamais changer parce qu'au fond, ils étaient tous elle. Steven s'est avancé et, instinctivement, je me suis placée entre eux. Tu ne vas pas la toucher, prévins-je, ma voix plus ferme que je ne le ressentais.
Il m'a regardé comme si j'étais un traître, comme si j'avais enfreint une règle sacrée de notre mariage. Et peut-être que c'était le cas. Parce qu'à ce moment-là, j'ai choisi. Je n'ai pas choisi l'homme avec qui j'ai partagé le lit pendant des années. Je n'ai pas choisi les mensonges bien cousus, les dîners parfaits, la façade d'une vie qui n'a jamais existé. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi ma sœur. Tu es pathétique, dit Marina, il y avait dans sa voix un dédain qui devait faire plus mal que n'importe quel couteau. Il pensait qu'il pouvait m'effacer, qu'il pouvait réécrire l'histoire comme il le voulait. Mais les histoires ont une fin, Steven. Et le vôtre est terminé. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par le bruit des sirènes au loin. Lointain, mais de plus en plus proche. Ses yeux s'écarquillèrent pendant une seconde, juste une seconde avant que le masque ne se remette en place. Vous allez tous les deux le regretter, marmonna-t-il en tournant les talons et en sortant par la porte arrière avant que la police n'entre par effraction dans la maison. Mais il était trop tard. Car, pour la première fois depuis 30 ans, Marina del Rosario n'était plus une ombre. C'était une femme qui venait d'écrire le dernier chapitre de son propre cauchemar. La lumière du monde a finalement connu l'histoire de Marina non pas comme un spectre, mais comme une femme de chair, de sang et d'encre, une écrivaine qui s'est battue bec et ongles pour arracher sa liberté aux griffes de l'ombre. Le procès de Steven, quelques mois plus tard, est devenu un scandale qui a ébranlé le pays. La presse l'intitulait « L'écrivain et le fantôme dans le grenier », mettant à la une le portrait d'une jeune femme emprisonnée, privée de sa voix, transformée en instrument pour la gloire d'un homme qui n'a même jamais mérité son nom. Les preuves étaient irréfutables, les restes de Richard retrouvés sur le flanc de la colline de Santa Rosa, les manuscrits cachés dans le grenier, le témoignage de Marina avant sa mort. Face à tout cela, Steven baissa la tête et avoua. Les accusations s'accumulent comme des pierres sur sa tombe: plagiat, complicité d'enlèvement, dissimulation d'un crime, entrave à la justice. Cette phrase n'était que l'épilogue d'une histoire qui s'était déjà terminée bien avant. Pour moi, Steven est mort le jour où j'ai découvert la vérité, lorsque l'homme que j'aimais s'est transformé en un étranger aux yeux vides. Je n'étais pas au tribunal. Je ne pouvais pas supporter de lui faire face. Je ne supportais pas de voir dans ce regard, qui m'avait déjà murmuré des promesses d'amour, le reflet du monstre qui avait contribué à enterrer vivante ma sœur. Au lieu de cela, je suis retournée dans la maison qui n'était plus chez moi, juste un squelette de souvenirs pourris. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors que le soleil fondait sur les pavés de la rue, je remonte au grenier. Cette fois, il n'y avait aucune crainte. Chaque pas était une expiration, comme si l'air circulait enfin dans cet espace qui avait étouffé les cris pendant des décennies. Avec une lampe de poche à la main et le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis 30 ans, j'ai cherché ce que Marina avait laissé derrière elle. J'ai trouvé la boîte en bois sous la table, exactement comme elle l'avait décrit dans la lettre. Petit, usé par le temps, mais entretenu avec le dévouement de celui qui garde le dernier trésor. À l'intérieur, une liasse de feuilles jaunies, remplie de son écriture élégante et fluide, comme si chaque mot respirait encore. C'était une autobiographie. Un roman sur sa propre vie. Marina a écrit sur notre enfance, en parcourant les champs de la ville, les rêves d'écrivain qu'elle m'avait secrètement avoués. Elle a décrit la nuit qui lui a volé son avenir, les 30 années englouties par les ténèbres, la force surhumaine qui l'a empêchée de se briser. Chaque page était un coup de poing dans la poitrine, mais aussi un hymne à la résistance, à l'amour de la vie même lorsqu'elle devenait un couteau. J'ai passé des semaines immergée dans ce manuscrit, relisant chaque ligne comme pour en caresser l'âme. Les nuits blanches, les larmes coulant en lisant des passages sur la solitude dans le grenier, les jours où elle imaginait sentir le soleil sur sa peau, libre. Ce n'était pas seulement son histoire, c'était le cri d'une personne effacée, vidée de son identité. Je savais alors que le monde avait besoin d'entendre. Non pas comme une note de bas de page dans la biographie de Steven, mais comme l'œuvre de Marina del Rosario, l'écrivain qu'elle aurait toujours dû être. J'ai envoyé l'original à l'éditeur qui avait publié les livres de Steven. Au début, ils hésitèrent, craignant le scandale qui résonnait encore. Mais à la lecture des premières pages, la voix de l'éditeur tremblait au téléphone: c'est un chef-d'œuvre. Nous le publierons. Et nous le ferons avec tout le respect que mérite Marina.
Le livre est sorti avec son vrai nom sur la couverture. Sur la première page, au lieu d'un prologue, j'ai écrit une seule phrase. Personne ne devrait être prisonnier des ténèbres, surtout ceux qui aiment la liberté. C'était ma lettre pour elle. À ma sœur, que j'aimais plus que ma propre vie. Le livre est devenu un phénomène. Les lecteurs de tout le pays et plus tard du monde entier ont été émus par l'histoire de Marina. Ils admiraient son talent, sa sincérité brute, la poésie qui surgissait même dans les pages les plus sombres. Les œuvres anciennes, désormais relancées sous son nom, se vendirent comme une justice tardive. Marina, même si elle était absente, est finalement devenue ce qu'elle a toujours été, une écrivaine reconnue, aimée, immortalisée sur les étagères et dans les cœurs. J'ai lu les critiques, les lettres d'étrangers qui pleuraient à ses paroles, et j'ai senti ma poitrine brûler de douleur et de soulagement. Tu l'as fait, Marina, pensais-je. Sa voix est revenue. Et cette fois, personne ne pourra la faire taire. Parfois, je monte encore au grenier. Il ne s'agit plus d'un donjon, mais d'une petite bibliothèque aérée, baignée de la lumière qui entre par la fenêtre désormais restée ouverte. Sur les étagères, les livres de Marina reposent comme des reliques. Je reste là, regardant la rue dehors, pleine de vie, sachant qu'elle est quelque part dans le soleil qui réchauffe les pages, dans les larmes des lecteurs, dans ma mémoire, libre pour toujours. Et quand tout a été fini, j'ai compris une chose, aucun mur n'est assez épais pour enterrer éternellement la vérité. Un mensonge, aussi bien tissé soit-il, pourrit avec le temps, comme la poussière sur un meuble abandonné. La vie de Marina le prouve. Le silence peut être plus cruel que la culpabilité, et la peur est capable de transformer une personne en fantôme au sein de sa propre existence. S'il y a une leçon que je veux vous laisser, c'est celle-ci, osez affronter la vérité, même si cela fait mal. Parlez, même si votre voix tremble. Car ce n'est que lorsque nous osons sortir de l'obscurité que nous devenons vraiment libres. Et ce n'est que lorsque la vérité sera dite que les âmes emprisonnées pourront enfin se reposer. Cette histoire que vous venez d'entendre a changé les noms et les lieux pour protéger ceux qui ont encore besoin d'ombre. Nous ne lui disons pas pour juger, mais pour que quelqu'un s'arrête, réfléchisse et demande, combien y a-t-il de Marina, étouffées en silence dans leur propre maison? Je me demande, si tu étais à ma place, que ferais-tu? Choisiriez-vous le silence pour sauver les apparences? Ou affronterait-il n'importe quoi pour retrouver sa voix? Je veux connaître votre opinion, car chaque histoire peut devenir une torche qui éclaire le chemin de quelqu'un d'autre. Que Dieu bénisse les courageux. Et que la vérité, même tardive, nous guide vers des jours meilleurs. Avant de nous dire au revoir, je laisse au bout de l'écran deux des histoires les plus mémorables de cette chaîne. Je suis sûre qu'ils vous toucheront profondément. Merci d'être là jusqu'à la fin. Jusqu'à la prochaine vérité.